Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je m'étais promise de faire une session de questions-réponses suite au webinaire de mardi. Prenez la parole, prenez votre place. Donc, j'ai écrit les différentes questions que j'ai pu reprendre du chat. D'abord, merci pour votre présence lors du webinaire. Merci pour votre présence lors du replay du webinaire. Ça fait 20 ans que je travaille sur la parole. Ce travail, c'est ma passion. Parce que moi-même, quand j'étais gamine, j'ai été handicapée sur la parole, c'est-à-dire que j'ai été timide. J'ai la mémoire dans ma chair de cette difficulté de ne pas savoir se dire, de baisser les yeux, d'avoir la gorge serrée comme ça, de ne pas être à l'aise. J'ai cette mémoire dans mon organisme. Je sais ce que ça coûte. J'ai traversé, j'ai transcendé ce chemin. Aujourd'hui, je travaille sur la parole, j'accompagne beaucoup de dirigeants, beaucoup de porteurs de projets en France et à l'international. Je donne des conférences et aujourd'hui, je me sens libre dans ma parole, je me sens à l'aise dans ma parole, quelles que soient les personnes présentes et quelles que soient les circonstances. Vous pouvez imaginer que quand vous vivez ça, effectivement, c'est un espace de liberté très enthousiasmant. Et tout mon travail consiste à vous permettre de toucher, de vivre et d'incarner cet espace. Parce que finalement, quand on vient au monde, on est rempli de ressources, on est rempli de talents, sauf qu'on subit des conditionnements, que ce soit à travers l'éducation familiale ou le climat dans la famille, que ce soit à travers le système éducatif qui est encore très vertical et qui nous invite à pratiquer une parole récitante et pas simplement à exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on comprend, les questions que l'on peut se poser. On nous apprend, on nous invite à apprendre des choses pour les réciter. Et finalement, ce que je constate, moi, après dans la vie adulte et professionnelle, c'est que les gens se conforment parce qu'on a tellement appris à l'école à se conformer. Et donc, on a peur de ne pas dire les bonnes réponses. Je vais vous donner un exemple. J'ai coaché un homme 70 ans environ, un peu moins, sous-traitant d'Airbus, grosse entreprise, gros chiffre d'affaires. On travaille sur l'un de ses discours qu'il va faire devant ses salariés, le maire de Toulouse, différents partenaires. Et on l'écrit ensemble. Et à un moment, il a une idée, il me la propose. Il me dit, ah, vous croyez que il me dit comme ça, mais vous croyez que j'ai le droit de dire ça? Et la façon dont il me l'a dit, j'ai ressenti comme si c'était le petit garçon, Madame, Madame, sur le banc de l'école. J'ai vraiment ressenti ça. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, pourquoi vous n'auriez pas le droit? Et il m'a dit, oh oui. Et il a continué. Donc, vous voyez combien ces conditionnements continuent à nous habiter. Parfois on en est conscient, parfois pas. Et en fait, tout le travail sur la parole, c'est pas tant d'ajouter de la technique à de la technique ou d'ajouter de la carapace à la carapace, mais c'est de se dépouiller pour retrouver cette authenticité, cet espace de véracité. C'est enlever les freins, enlever les peurs qui bloquent notre élan vital. Et tout le travail, c'est de retrouver l'élan vital. Parce que quand vous avez l'élan vital, l'énergie, l'enthousiasme, l'envie, tout suit en fait. Et aujourd'hui, pour intéresser, pour impacter, et là je parle et dans la vie pro et dans la vie perso, pour toucher les gens, pour les intéresser, pour communiquer, pour transmettre, ça vient d'un espace le fait d'habiter un espace intérieur de véracité, de se rencontrer. Après, on travaille les réglages. Après, on travaille la structure d'une intervention. Après, on travaille davantage la voix. Après, voilà, on travaille d'autres choses pour peaufiner. Mais d'abord, c'est un travail de vérité, de soi à soi. Et donc, quitter cet espace de conformisme, cet espace de peur, cet espace ouais, du peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre, etc. Parce que là, c'est le mauvais chemin. Et quand on est dans cet espace-là, on ne peut pas impacter, on ne peut pas inspirer. L'inspiration, ça vient justement de cet espace de liberté et de cet espace de reconnexion à soi. Donc, là, je vais répondre aux questions que vous avez posées pendant le webinaire et que j'ai récupérées après aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, là, je parle de la parole dans son entièreté et je trouve ça
dommage que souvent, très souvent, la parole est compartimentée. On va travailler la dimension prise de parole, on va travailler la dimension estime de soi, on va travailler la dimension affirmation de soi. Mais à l'origine de tout ça, il y a notre espace intérieur. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est ce qui est inscrit sur le fronton du temple de Delphes. C'est-à-dire que la prise de parole en public, l'estime de soi, l'affirmation de soi émergent tous d'un même espace, de notre espace intérieur. Et que pour libérer notre parole, pour déployer notre parole, pour inspirer, il faut d'abord aller visiter cet espace. Et après, on fait un travail pour continuer, qui est plus un travail technique de structuration, de storytelling, de démarrage, de fin sur les discours, etc. Il faut savoir également une chose, c'est que la parole est intimement liée à l'estime de soi, intimement liée. Et souvent, quand on a des problèmes sur la parole, en fait, on a des problèmes sur l'estime de soi. C'est pour ça que je vous propose un programme, et j'en reparlerai tout à l'heure, l'expérience. C'est pas un programme. L'expérience, prenez la parole, prenez votre place, qui démarre mardi 3 juin. On va travailler tout ça ensemble. On a des lives, donc on est ensemble le mardi pendant 1 heure et demie. On travaille ensemble. Moi, je vous propose des choses. On fait des exercices et il y a des mises en mouvement. Il y a des tests, il y a plein de choses. C'est très vivant. C'est à la fois ludique, à la fois profond. On travaille ensemble. Et en plus, il y a une communauté, il y a un groupe privé où on poste des choses, où on communique, où on se soutient. C'est une aventure, c'est une expérience, c'est une réelle expérience. C'est pas un programme que vous faites tout seul dans votre coin. Nous sommes ensemble et moi, je suis là et très présente. OK? Donc, je réponds aux questions que j'ai pu noter. La première question, aujourd'hui, je perds mes mots quand je suis dans l'émotionnel. Alors, je vais essayer d'être brève, hein. L'idée, c'est pas de faire un coaching sur chaque question. Aujourd'hui, je perds mes mots quand je suis dans l'émotionnel. Pour moi, la première chose à faire, c'est de comprendre l'émotionnel. Qu'est-ce qui se joue au niveau des émotions? C'est-à-dire qu'on a souvent la croyance que les émotions, elles sont soit positives, soit négatives. C'est vraiment pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Les émotions, elles sont deux choses. Deux choses. Les émotions, elles sont de l'énergie et elles sont une information. Quelque chose qui se passe dans notre corps et qui nous rappelle à nous. Et donc, c'est une énergie qui se met en mouvement et c'est une information qui vient de notre physiologie et qui souhaite arriver à notre conscience. Donc déjà, quand on bloque des émotions, tout faux. On refoule, on se fait du mal et on brise la parole, l'élan de la parole. Donc, tout ça pour dire que, et dans l'expérience Prenez la parole, prenez votre place, il va y avoir un live consacré aux émotions pour comprendre la richesse des émotions. Si vous voulez toucher, inspirer, intéresser les gens, les émotions sont un élément clé. La force de conviction, ça vient des émotions. Et souvent, d'ailleurs, j'ai des hommes qui viennent me voir dans un travail individuel et qui me disent, moi finalement ça va la prise de parole en public, je suis à l'aise, mais j'arrive pas à toucher mes troupes, j'arrive pas à... Il y a quelque chose qui manque. Et vous savez quoi? Très souvent c'est les émotions, c'est la connexion aux émotions, parce qu'elles ont été refoulées, parce que probablement que quand ils étaient gamins, on leur a dit, hé mon fils, hé, sois fort, sois un homme. Et donc on brise le lien à l'émotion parce qu'il faut être fort. Donc déjà, il va falloir s'intéresser aux émotions, il va falloir faire un travail sur les émotions pour non pas changer la nature, mais pour dompter les émotions, de façon à ce qu'elles ne soient plus un problème, parce que les émotions sont absolument nécessaires, et notamment pour transmettre un message et pour intéresser les gens, pour les toucher. Ensuite, j'adorais parler à l'oral jusqu'à une réunion en codir, où une personne malveillante a détruit mon travail devant tout le monde et je n'ai pas réussi à me défendre. Depuis, j'ai peur de parler en public. Alors, j'ai pas beaucoup de contexte, quand même un peu. Je n'ai pas réussi à me défendre. Qui te demande de te défendre? Là, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais réagir. Je n'ai pas réussi à me défendre. L'idée, c'est de ne pas prendre les choses personnellement.
Cette personne, tu dis qu'elle est malveillante. Alors, est-ce qu'elle l'est? Est-ce qu'elle l'est pas? Est-ce qu'elle est perçue par les autres comme étant malveillante? L'idée, c'est pas de se défendre. L'idée, c'est tout le temps de penser solution. Donc, si tu fais un travail et que quelqu'un le démonte devant les autres, peut-être que déjà le travail, il faut peut-être aller vérifier auprès d'autres collègues ou en parler à d'autres personnes pour voir s'il peut avoir des failles ou pas. Déjà, pour augmenter la confiance. Et ensuite, l'idée, c'est pas de le défendre, mais du coup, oser une conversation avec cette personne. Si cette personne dit quelque chose, de réfuter. J'entends ce que tu viens de dire, tu fais état que, ben, il se trouve que moi, je trouve que, etc., etc. Donc, j'ai pas beaucoup d'éléments de contexte, mais c'est pas parce que quelqu'un tout d'un coup monte au créneau et nous dit c'est pas correct qu'il faut s'en arrêter là. Donc, il y a quelque chose à dire. J'aimerais te répondre, j'aimerais vous répondre. Pour moi, voilà de quoi il s'agit. Donc, il faut ne pas s'effondrer intérieurement, ne pas penser que l'autre nous attaque, etc., etc. Il faut être costaud et ferme dans ses baskets. Ça veut dire que là aussi, pour moi, il y a un travail sur l'estime de soi. Et après, apprendre à poser la parole. Donc là, j'aurais besoin d'autres éléments pour affiner, mais pour moi, il y a un travail sur l'estime de soi et il y a un travail sur l'affirmation de soi. C'est-à-dire, même si on est contredit ou le travail est descendu par quelqu'un, s'autoriser à dire, OK, j'entends ce que vous venez de me dire, mais moi, je pense que, et poursuivre pour défendre son travail. Depuis, j'ai peur de parler en public, alors il faut surtout pas rester sur la peur, parce que c'est comme quand on tombe de bicyclette ou à cheval. Si plus on attend, plus ça va être compliqué de remonter, parce qu'on s'invente des choses, on s'invente, on a un imaginaire qui va nous dire, ah, mais si, etc. Donc il faut remonter à cheval le plus rapidement possible. Donc il faut surtout pas arrêter à cause de cet élément, de cet événement. Il faut surtout apprendre de cet événement. À chaque fois, il faut apprendre. Un des secrets de la vie, c'est penser solution. Penser solution. Apprendre de cet événement et continuer sa route. Il y aura tout le temps des personnes qui vont nous renvoyer des choses, mais pourquoi est-ce que soi-même, on a été tant déstabilisé? Et c'est pour ça qu'il y a un travail sur l'estime de soi à faire. Prendre sa place, comment savoir quelle est sa place? Alors, euh, prendre sa place, la place, c'est pas quelque chose de matériel et c'est pas quelque chose où on est attendu quelque part. C'est pas un endroit où on est supposé aller, sinon on rate son destin. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Pour moi, la place, c'est le lieu, parce que c'est pas un lieu physique, mais c'est l'endroit, le lieu où nous amène nos désirs, nos aspirations, nos envies, notre appel. Voilà, il y a quelque chose dans notre fabrique intérieure qui fait qu'il y a quelque chose qui nous parle. Et en fait, souvent, notre place, pour la trouver, il est intéressant d'interroger nos rêves et notamment les rêves qu'on avait quand on était enfant. Ce qu'on aimait faire, ce qui nous mettait, ce qui nous animait quand on était enfant, ce qui nous faisait vibrer et les rêves qu'on pouvait avoir. Parce qu'ils nous renseignent beaucoup sur cette place. Cette place, elle n'est pas statique, elle est mouvante. Elle est mouvante. C'est-à-dire que cette place, cet endroit qui nous fait vibrer, dans lequel on est dans le flow, en fait, eh bien, elle évolue. Il y a des choses que l'on poursuit, il y a des rêves que l'on poursuit, et éventuellement, on arrive à réaliser ces rêves, et ben après, les rêves, ils continuent, il y en a d'autres. OK? Un rêve, il n'est pas là. Il y a des gens qui n'osent pas réaliser leur rêve parce qu'ils se disent, et après, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ben non. Le rêve, c'est comme dans les jeux vidéo, vous savez, c'est comme s'il vous donnait une vie supplémentaire, de l'énergie supplémentaire, et du coup, il vous montre un autre rêve. Il y a d'autres choses après qui viennent, si vous avez la gourmandise de la vie. Est-ce que ce programme, dans l'expérience Prenez la parole, prenez votre place, peut être suivi en replay? Oui. J'ai des personnes, notamment du Canada, qui m'achètent ce programme régulièrement, qui ne sont jamais présentes pendant les lives et donc qui le suivent en replay. Et j'ai eu leur retour. Ça leur a posé aucun problème. Bien sûr qu'elles auraient préféré être là pendant les lives avec nous. Mais donc, j'ai déjà eu des personnes qui ont suivi l'expérience tout le temps en replay. C'est pas un problème parce que il y a effectivement les lives qu'on peut avoir en replay, mais le jour même. Et après, il y a tout le groupe dans lequel on se retrouve. Donc, si l'horaire, parce que c'est tous les mardis de 9h à 10h30 du matin, si l'horaire ne vous convient pas, vous pouvez malgré tout suivre l'expérience. D'autres l'ont fait et ont adoré. J'ai tellement peur de dire les choses telles quelles, de peur que la personne interprète mal.
Là aussi, travail sur l'estime de soi avant que ce soit un travail sur la parole. Peur, alors il y a toute une histoire, fatalement. Le fait que tu dises ça, il y a une histoire. Quand tu étais plus jeune, on t'a dit des choses, soit tes parents, soit les camarades. Et donc, du coup, tu n'as pas de confiance en ta parole. Donc, le plus important à chaque fois, c'est d'agir. C'est d'agir, c'est de ne pas rester figé, parce que plus on reste figé, plus on se fige, et plus ça devient compliqué. Donc c'est vraiment de passer à l'acte, de se mettre en mouvement. J'ai peur que les gens interprètent. Eh bien, quand on dit des choses, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris? Est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu penses, toi? Il y a 1 million, 1 million de façons de vérifier de la part de l'autre ce qu'il a compris. Ne dites pas quelque chose et après vous tournez le dos et vous partez. Dites des choses et vérifiez que l'autre a compris. Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça fait sens? Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se joue en toi quand je te dis ça? Vérifiez. Et comme ça vous permet d'adapter votre communication. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez apprendre à déposer les mots justes. C'est simple en fait, c'est simple. Le pire, c'est de rester figé, c'est de ne rien dire, c'est d'être passif. Et donc quand on est passif, qu'on ne fait rien, qu'on reste figé, on creuse notre propre trou. On continue de creuser le trou, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile. Que faire lorsque l'on souhaite prendre la parole auprès d'une personne, mais que cette personne rejette la communication? Alors, il faut tout le temps demander la disponibilité à la personne. J'aimerais te partager quelque chose, j'aimerais avoir un instant avec toi, j'aimerais parler avec toi. Quand est-ce que tu serais disponible? Quand est-ce que tu aurais 5 ou 10 minutes à me consacrer? Si la personne ne le veut pas, à un moment, c'est aussi son droit. Donc, il y a la communication orale, il peut y avoir de la communication écrite, c'est-à-dire écrire quelque chose si la personne ne le souhaite pas. Maintenant, voilà, si elle ne le veut pas, c'est aussi son droit. Donc, il y a un moment, il faut apprendre le détachement. On essaye, on pose la question, on vérifie sa disponibilité et comme ça, on peut voir la personne. Si elle ne le souhaite pas, on peut écrire quelque chose en espérant qu'un jour elle le lise. Et si ça ne marche pas, ni d'un côté ni de l'autre, il faut passer son chemin. Il faut apprendre à passer son chemin. Sinon, on perd vraiment beaucoup de temps. Je réponds tel que je peux, j'ai peu d'éléments de contexte, d'accord? L'écrit est-il du même ordre que l'oral? Alors, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, on passe par le système éducatif français qui est basé et qui privilégie l'écrit. Ça évolue un peu, il y a le grand oral, etc. Mais dans l'esprit, ça évolue pas tant que ça. Donc, on nous fait tellement travailler à l'écrit. Je trouve plus le mot. Les dissertations, les dissertations, introduction, développement, conclusion, introduction, développement, conclusion. Le problème, c'est qu'après, nous, on parle comme dans une dissertation. À l'oral, on parle comme dans une dissertation. Et en fait, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est complexe et subtil, il n'a pas beaucoup de temps. Et l'oral, c'est plus dynamique, c'est plus vivant, c'est des phrases beaucoup plus courtes. Et, euh, et en fait, souvent, on nous apprend à décrire les problèmes, alors qu'à l'oral, il faut plus parler. Là, c'est un peu complexe et je vais vite, mais il faut plus parler du pourquoi. Pourquoi est-ce que les choses sont importantes? C'est comme ça qu'on touche à la motivation. Tout ça pour dire que l'écrit et l'oral sont deux moyens de communication, mais qui se combinent, qui se complètent, mais qui sont vraiment différents. À l'écrit, on peut prendre le temps. On est seul avec son papier ou son clavier. À l'oral, on est avec l'autre et on réagit à ce qu'il nous dit. Et même notre façon de dire les choses prend déjà compte de sa communication non verbale et de son attitude. Le plus important, c'est d'apprendre à communiquer et à l'écrit, à l'oral. On peut être en fonction de notre nature, on peut préférer l'oral ou on peut préférer l'écrit, mais malgré tout, il est important de faire ses armes dans l'autre domaine dans lequel on est moins à l'aise pour pouvoir être à l'aise partout. Et tout ça, ça se travaille, ça se retrouve. En t'écoutant parler de Françoise, je me suis mise à pleurer beaucoup. Euh, je me dis que tu as touché quelque chose en moi qui résonne. Oui, évidemment. Françoise, en quelques mots, qui n'est pas le vrai prénom, c'est une chef pâtissière qui m'a contactée. Elle avait 37 ans et elle m'appelle et elle me dit, on me demande de partout des interviews et à chaque fois je dis non. Je dis non parce que j'ai rien à dire, je suis pas intéressante, j'ai pas de vocabulaire.
On parle et en écoutant cette femme, je comprends tout de suite que cette croyance est fausse. On fait un accompagnement ensemble et donc je l'interroge sur son histoire personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais gamine? Raconte-moi la parole entre tes parents, la pratique, quelles sont les phrases dont tu te souviens, etc. Et là, il y a une mémoire qui lui revient. Et elle me dit que quand j'étais gamine, ma mère, elle travaillait beaucoup. Et parfois, j'étais à la maison et j'attendais qu'elle rentre. J'étais avant elle à la maison. Et je me souviens qu'à plusieurs reprises, elle m'a dit cette phrase, tais-toi, tais-toi, tu me saoules. Alors, la maman n'a probablement pas dit cette phrase pour faire mal à son enfant. Elle l'a dit parce qu'elle était probablement, c'était extrêmement maladroit, même pire que maladroit, et elle devait être épuisée, fatiguée. Et donc, cet enfant, tais-toi, tu me saoules, ben, elle apprend que pour garder le lien à sa maman, il faut apprendre à se taire. Et effectivement, Françoise a appris à se taire jusqu'à l'âge de 37 ans. Alors, elle n'était pas mutique non plus, hein, mais dans la vie professionnelle, elle refusait tous les interviews. Et dans la vie privée, même au restaurant avec des amis, elle ne parlait pas ou très très peu. Et donc, on a mis le doigt sur l'événement originel, on a décrypté ce qui s'était joué, ça lui a permis de se libérer de tout ça. Et après, on a travaillé sur la mise en action. Et aujourd'hui, ça va très bien pour elle. Parce que notre histoire, notre parole porte notre histoire personnelle. C'est pour ça que c'est important d'aller questionner l'histoire personnelle pour vraiment se libérer des freins qui nous entravent. Je n'ai pas confiance en moi, toujours peur de dire des bêtises, d'être jugée. Je rougis à la moindre attention, et même avec les personnes qui me sont proches, alors en public, hein. Alors c'est ce que je disais, hein, la parole est intimement liée à l'estime de soi, que ce soit la parole prise de parole en public ou la parole communiquée avec les autres. Là, bah, j'espère, je ne sais pas qui a dit ça, mais j'espère que tu vas rejoindre l'aventure parce que c'est tout le travail qu'on fait. On fait un travail sur l'estime de soi, sur le dialogue intérieur, sur les croyances qu'on peut avoir pour rétablir, pour nettoyer le terrain. Tout le travail au sein de l'expérience, c'est vraiment, on ne camoufle plus. Pour autant, on n'est pas sur le divan, hein, mais on va questionner le terrain pour le nettoyer, pour défricher les mauvaises herbes, pour repartir et se mettre à l'endroit. Et c'est tout un espace sécurisé, bienveillant, encourageant, où les gens peuvent parler, discuter, poser des questions, et vraiment, ça progresse très, très, très vite. Donc là, il y a un travail à faire sur l'estime de soi. Et parce que la peur de dire des bêtises et d'être jugé, c'est parce que tu n'as pas assez confiance en toi et tu attends la validation des autres. L'estime de soi, c'est arrêter d'attendre la validation des autres. J'ai pas besoin que les autres me valident, c'est moi. Je reprends ma souveraineté en fait. Je me construis, je choisis de me construire. J'ai l'habitude de dire que il n'y a pas forcément beaucoup d'adultes en fait. Et pour moi, être adulte, c'est s'autoriser à regarder, à identifier l'héritage, euh, toutes les croyances familiales, toutes les habitudes familiales, toutes les pensées familiales, regarder l'héritage et faire le tri dans l'héritage de ce qui nous convient, de ce en quoi on croit et pas. Et garder uniquement ce qui nous convient et les autres, on s'en débarrasse. Et même parfois, c'est plus du tout juste dans la période dans laquelle on vit. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre son pouvoir, hein, de travailler l'estime de soi et après de poser des actes. Et quand vous le faites dans un espace sécurisé, c'est super. Et après, comme ça, vous pouvez le faire ailleurs. Et la difficulté de prendre la parole, ça se travaille. Dans l'expérience, on va travailler la prise de parole en public. Je vais vous donner les 3 outils anti-stress nécessaires à connaître pour travailler sur le stress. Et après, les outils pour travailler la construction d'une prise de parole, démarrage, fin, etc. On va tout voir. Mon problème est plutôt ma voix qui est assez désagréable. On me fait souvent des remarques désobligeantes. On me prend pour une femme. J'ai l'impression que ça me rend peu crédible en public. Donc, si on te fait ce retour, il faut questionner les retours. Euh, Quand tu entends ma voix, ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce qu'elle te dit, ma voix? Voilà, qu'est-ce que tu entends? Il faut questionner les feedbacks. Il ne faut pas prendre les feedbacks pour parole d'évangile, mais il faut quand même écouter, surtout ils sont nombreux à aller dans le même sens. Après, il y a tout un travail sur la voix. Dans l'expérience, on va faire un travail sur la voix. En fait, ce qui se passe très souvent, c'est que les gens ont une petite voix, ils ont une voix rentrée parce qu'on n'ose pas.
On est vraiment dans une culture de la réprimande toujours et pas tant une culture de l'encouragement. Et donc, l'estime de soi est très abîmée. Et ce qui implique que la voix souvent est rentrée parce qu'on est recroquevillé. On nous a demandé d'être petit et on continue à être petit. Et l'idée, c'est de couper ça pour reprendre toute sa grandeur. Et donc la voix en fait partie. La voix, c'est s'autoriser à ce qu'elle occupe du volume, c'est s'autoriser à être visible et à être audible. Donc, les gens qui parlent tout doucement comme ça, quand on travaille sur la voix et que tout d'un coup, ils ont du volume, etc., c'est oh, mais c'est pas ma voix. Si, c'est ta voix. Sauf que tu as été empêché de la pratiquer. Et donc, on reprend ce pouvoir pour prendre sa place. Quand je parle, je ne trouve pas les mots. J'ai l'impression d'avoir une page blanche. Je ne trouve pas les mots. J'ai l'impression d'avoir une page blanche. Alors, il me faudrait beaucoup plus d'éléments de contexte. Euh, et il faut simplement, alors là, il faut pratiquer, il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se mettre la pression, il faut arrêter de vouloir être parfait, et ça, on va travailler là-dessus. Il faut simplement s'autoriser à dire, parce qu'il y a que, c'est faire les gammes, hein, il y a le piano derrière moi, c'est faire les gammes. Faire les gammes. Et arrêter de, le plus important, c'est pas que ce soit parfait, c'est de dire, et même si c'est maladroit, c'est OK, parce que ça va passer par là. Il y a une étape où ça va être maladroit et c'est OK. Mais c'est parce que cette étape aura été vécue que finalement, il n'y aura plus de problème, tu n'auras plus d'angoisse là-dessus et ça va redevenir fluide. On se met tellement de pression. Je retiens la parole parce que j'ai peur de blesser ou parce que je ne suis pas toujours comprise. Eh bien, je l'ai dit. Il faut parler parce que j'ai peur de blesser. Pourquoi est-ce que tu blesserais? Il faut commencer à parler et il faut vérifier comment ça va chez l'autre. Quand je te dis ça, tu comprends quoi? Qu'est-ce que ça te fait? Tu es sûr? Etc. Il faut vérifier. Parler, c'est pas. En fait, quand je demande aux gens communiquer, qu'est-ce que ça veut dire? Et on me dit souvent, c'est parler, c'est faire passer un message. Non, 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 non. Communiquer, c'est partager, c'est mettre en commun. Il y a de l'écoute et il y a de la parole. Il y a de l'écoute, il y a de l'écoute. Si on n'écoute pas, il n'y a plus rien à dire. Donc, je retiens ma parole. Non, c'est folie en fait, par peur. Non, il faut pas retenir la parole, il faut parler, il faut dire et il faut vérifier avec l'autre ce qu'il comprend. Et tu vas avoir, et pour l'écouter intégralement, tu vas avoir les mots qu'il va te dire, il va y avoir toute la communication non verbale aussi. À table, mon grand-père disait que les enfants parlent à leur tour et que leur tour ne viennent jamais. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est une des phrases parmi tant d'autres, hein. Que faire avec des personnes fuyantes? Ben ça, j'ai un peu déjà répondu tout à l'heure. Il faut demander la disponibilité. J'aimerais te parler. Est-ce que tu aurais un moment, est-ce que tu aurais 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure à m'accorder? Et même lui dire l'objet du pourquoi. Donc, il faut faire une demande orale, vérifier avec la personne qu'elle est OK. Si c'est vraiment très important ou quoi que ce soit, envoyer un courrier ou un email. Et si la personne, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Voilà, moi je réponds, j'ai pas suffisamment d'éléments de contexte, mais avec ce que je sais, voilà ce que je peux dire. Et si on a du mal avec sa propre voix, donc je l'ai déjà évoqué, sa propre voix, elle se travaille non pas pour la transformer, mais pour aller lui donner plus de texture, plus d'ampleur. Souvent, et ça c'est un problème d'estime de soi souvent, on a du mal avec notre voix, on a du mal avec notre corps, on a du mal avec notre image sur les photos. Combien de fois les gens me disent, ah non, non, moi je ne peux pas me voir en photo, ah non, non, moi je ne peux pas entendre, je déteste ma voix. Je ne pense pas qu'en arrivant au monde, on déteste notre voix, on déteste notre corps, etc. Je pense vraiment qu'on apprend ça à travers ce qu'on nous a dit. Les professeurs à l'école, peut mieux faire, ah ouais, etc. On a tellement reçu des phrases comme ça, eh bien, qu'indirectement, on a appris à ne pas aimer notre voix, pas aimer notre image. Si on nous avait encouragé, waouh, etc., c'est pas du tout ce qu'on vivrait. Donc là, c'est un travail de compréhension et après, travailler sa voix, tout simplement. J'aimerais tant parler en public. On a tous la capacité d'impacter les gens. Ça fait 20 ans que je fais ce travail. J'ai été la coach TEDx Toulouse pendant plus de 7 ans, la coach exclusive. J'ai coaché une centaine de conférenciers TEDx et puis 130 sur le format. Je coach beaucoup pour des conférences. Je donne moi-même des conférences.
parler en public, on est tous légitimes. On est tous légitimes. Et en vérité, sur mes 20 ans de travail, et c'est vraiment vrai, il n'y a que 3 personnes avec lesquelles j'ai travaillé qui avaient l'éloquence infuse, on va dire, l'éloquence innée. Sinon, c'est du travail. Parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a de l'estime de soi, parce qu'il faut apprendre à articuler une pensée, parce qu'il y a du non-verbal, parce qu'il y a de l'énergie, parce qu'il y a du charisme, parce qu'il y a de la chaleur. C'est complexe une prise de parole en public. Ça met en jeu tellement de choses, tellement de choses. On est tous capables de le faire, on est tous capables d'impacter. Mais il faut forger. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, il faut forger. Et c'est tout ce que je vous invite à faire, notamment dans ce programme. Et la dernière question, peut-on payer en plusieurs fois? Alors, je vais vous parler, et j'espère que vous allez nous rejoindre. Mardi prochain, on démarre l'expérience. Prenez la parole, prenez votre place. Vous êtes la saison 5. Saison 5. Ça a été magnifique. J'ai beaucoup de joie à entamer à nouveau ce programme. Donc, on va se retrouver sur 9 lives. On va travailler la parole dans son entièreté, l'estime de soi, comment dire les choses pour être entendu, le dialogue intérieur, les croyances, comment parler en public, les émotions. On va voir tout ça, le pitch, comment structurer une intervention, comment la démarrer, le storytelling. On va voir tout ça. Je vais vous transmettre mes 20 ans d'expérience. Et donc, on aura des lives tous les mardis de 9h à 10h30. Il y a des gens qui sont jamais présents ou qui parfois manquent les lives et c'est OK. Parce que le jour même dans l'après-midi, vous avez le replay. On a un groupe privé Facebook. Alors, je suis désolée d'être sur Facebook. C'est vraiment pas un choix de cœur, tout l'inverse. Mais par contre, ça fonctionne. Donc, j'espère qu'à la prochaine promo, je trouverai un autre groupe. Mais là, pour l'instant, c'est un endroit qui nous permet d'être ensemble, d'écrire, de poster des vidéos, de poster des documents, etc. Donc, c'est vraiment bien. C'est notre terrain de jeu où on se retrouve. Je suis présente. Je poste des vidéos, je commente sur ce que vous faites, vous commentez les uns les autres, vous partagez et je vous promets que c'est terriblement aidant. Volontairement, euh, j'ai gardé le groupe qui a été créé avec les anciens, ceux qui ont suivi les 4 promos précédentes. Comme ça, ils sont là et je trouve que c'est gagnant-gagnant. Pour vous, parce qu'il y a les anciens qui sont là et qui vont commenter et vous soutenir, et vous, vous leur ramenez de la fraîcheur aussi. À travers ce que vous allez vivre et l'expérience que vous allez vivre, vous allez leur rappeler des choses. Et donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc, on a les lives, on a le groupe, ce qui veut dire que la boutique ne ferme jamais. Pendant 9 semaines, la boutique ne ferme pas. On travaille la parole sur son entièreté. Moi, je suis disponible pour répondre à vos questions. C'est pas non plus un coaching privé, mais c'est quand même un coaching de groupe. C'est très puissant. C'est vraiment un vortex énergétique. On travaille beaucoup de choses. Je suis à l'écoute de chacun des groupes qui peut avoir des besoins ou des demandes particulières. Euh, voilà, on démarre mardi et vraiment je me réjouis. Et donc je vais répondre quand même à la question, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Oui, vous pouvez payer en une fois ou en 3 fois. Voilà. Je vais mettre sous la vidéo le lien. Euh, le- Sachez que jusqu'à dimanche minuit, il y a un tarif préférentiel. Après, ça augmente à partir de lundi. Et vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au mardi. Tant qu'à faire, si vous inscrivez avant dimanche, vous avez le tarif Early Bird. Voilà, j'espère que vous allez nous rejoindre, qu'on puisse à la fois jouer et s'amuser ensemble, mais grandir ensemble. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. À bientôt et surtout, je vous retrouve de l'autre côté. Merci.